Merci beaucoup, Chana. Nous sommes avec Élodie Huchard, journaliste politique de CNews, Georges Fenech, Éric Revel, Philippe Guibert, Joachim Le Floch, Imad. Et puis on sera dans un instant avec Madame Le Floch, qui est présidente nationale de la coordination rurale. Juste une petite parenthèse. Je regardais les ministres sur ce sujet-là depuis la nuit des temps sous la Ve République. C'est assez nouveau qu'on parle d'écologie. Avant, on parlait du ministre de l'Environnement. Et les mots ont un sens. Moi, je préfère ministre de l'Environnement et de la qualité de la vie. Pierre Mauroy était ministre de l'Environnement et de la qualité de la vie. C'était pas, vous voyez, l'écologie sans l'idéologie. Sans SENT. Le mot écologie sans l'idéologie. Sans l'idéologie de gauche a pratiquement disparu. La gauche a accaparé. Moi, où sont les Brice Lalonde, etc. Ils ont disparu. Voyez-vous, cette écologie raisonnable. Oui, mais ça ne veut rien dire, écologie raisonnable. Par exemple, Jean-François Copé a fait un travail formidable à Meaux. Formidable. C'est-à-dire qu'il a fait des pistes cyclables, il a les barres d'immeubles, il les a détruites, il a végétalisé sa ville, il a piétonnisé, je crois, la place de l'hôtel de ville, etc. Comment ? Comme plein de maires de gauche. Oui. C'est un homme de droite, là, en l'occurrence, Jean-François Copé. Donc, ça ne doit pas échapper. Oui, mais il l'a fait avec intelligence, avec pragmatisme. C'est ça que je veux vous dire. Les intitulés des ministères ont en effet un sens, et pour l'agriculture, c'est paradoxal qu'on ait ajouté la mention souveraineté alimentaire précisément au moment où on l'a perdue. Alors on va écouter évidemment 2-3 réactions. D'abord Arnaud Rousseau, qui est le président de la FNSEA. Bon, manifestement, le gouvernement a discuté avec la FNSEA. Bon, simplement, la base n'est pas d'accord avec la FNSEA. C'est ça, la clé. Du problème, si j'ose dire. Et on retrouve le problème des gilets jaunes. C'est-à-dire que vous avez une base qui n'est plus représentée par le syndicat important. Donc écoutez, monsieur Rousseau, l'objectif aujourd'hui. Notre objectif, ça n'est pas d'ennuyer ou de pourrir la vie des Français. Notre objectif, c'est de mettre la pression sur le gouvernement pour faire que rapidement on trouve des solutions de sortie de crise. Et on a commencé la semaine dernière. Visiblement, ce qui a été fait vendredi ne nous satisfait pas, c'est que ce qu'on a dit. Et donc on fait monter la pression parce qu'on a compris que finalement, quand c'était loin de Paris, il n'y avait pas de réception du message. Je le redis, notre objectif, ça n'est pas d'ennuyer les Français qui nous soutiennent massivement. C'est encore une fois de défendre notre métier et de permettre que demain, ce qu'il y aura dans l'assiette des Français soit produit en France. Le Floch, bonjour, vous êtes présidente nationale de la coordination rurale. Je disais que, si j'ai bien compris, Gabriel Attal a négocié avec les corps intermédiaires. Il a voulu négocier avec les syndicats, la FNSEA notamment. Bon, dans le temps, ça marchait. Maintenant, ça ne marche plus. Et ça ne marche plus. Pourquoi ? Parce que la base n'est pas d'accord avec le syndicat. Vrai ou pas ? Alors, tout à fait. Bonjour déjà. Bonjour, pardon. Je viens d'écouter et d'entendre Arnaud Rousseau. J'aurais pu dire la même chose que lui. Je pense aujourd'hui qu'il se rend compte que les négociations telles qu'elles ont été menées jusqu'à présent n'incluaient que la FNSEA. Toutes les décisions étaient prises avec cette cogestion qui existe depuis plus de 30 ans et qui est à l'origine de ce problème. Donc il est évident qu'on ne peut pas reprendre les mêmes personnes pour trouver des solutions par rapport aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Donc nous, ça fait une semaine qu'on attend qu'on nous appelle, qu'on attend pour justement une négociation éventuellement, et ça serait vraiment intelligent, intersyndicale. Et nous sommes prêts, nous sommes là toute la semaine. Et s'il faut travailler nuit et jour pour trouver des solutions... C'est-à-dire que vous dites que Gabriel Attal n'est pas venu vers vous ? Alors, on a dû provoquer ce rendez-vous, aller le chercher. Et depuis, rien. C'est-à-dire qu'il y a eu échange quand même. Alors, il y a eu des échanges, un rendez-vous, au travers duquel nous avons présenté les 5 grandes lignes pour apporter des solutions aux agriculteurs. Ce qu'il en ressort est loin d'être satisfaisant, alors que les grandes lignes, nous les avons tracées. Alors, je vous propose d'écouter une deuxième fois M. Rousseau, parce qu'il y a également M. Fesneau qui a parlé, et M. Rousseau a parlé de changer de logiciel. Donc, on va l'écouter avec intérêt quand même. Il est prévu que nous nous parlions avec le Premier ministre, mais au moment où je vous parle, je ne sais pas à quelle heure. Je voudrais que le Premier ministre réaffirme qu'on change de logiciel, c'est-à-dire qu'on passe d'une vision de l'agriculture qui est décroissante à Bruxelles à une vision dans laquelle on réaffirme que produire pour nourrir, ça a du sens en France et partout ailleurs. Parce que je rappelle que les mouvements agricoles ne sont pas simplement français. Il y en a ce matin en Belgique qui démarre, il y en a en Allemagne, il y en a en Roumanie, il y en a en Pologne, donc il y a un vrai sujet européen. Et vous le savez, la question européenne, elle est centrale. Xavier Bellamy, qui était avec Sonia Mabrouk il y a 2 secondes, me disait... Mon problème à Bruxelles, c'est pas les écolos,
À la limite, les écolos, ils sont sur leur ligne. Mon problème, c'est les macronistes, élus par des gens de droite, qui sont sur une ligne ultra-gauche à Bruxelles. Oui, c'est ça mon problème. Vous avez ce double discours, vous avez raison, entre la majorité relative à Bruxelles et à Paris. Mais juste sur la FNSEA, moi, ce qui me paraît flagrant, c'est que la FNSEA, historiquement, elle a toujours été du côté du manche, et les autres plutôt du côté de la cognée, puisqu'on est dans la métaphore agricole. Mais aujourd'hui, je pense que la FNSEA s'est lourdement trompée sur son analyse du conflit. C'est-à-dire qu'au début, elle a pris le train en marche. Elle a pris le train en marche de la contestation agricole, et elle a essayé de rattraper le wagon. Mais M. Rousseau, avec toutes les qualités qu'il a, il incarne une agro-industrie. Je veux dire, c'est un très gros exploitant, il a 700 hectares, il touche beaucoup de PAC, il fait de l'huile, il produit de l'huile. C'est une très très grosse entreprise. Donc tous ces gens des syndicats de la coordination rurale, mais aussi de la Confédération paysanne, ne peuvent pas se reconnaître. Donc, alors moi, ce que je crains quand même, c'est que vous avez l'année prochaine des élections aussi, chère madame. Donc ça n'échappe à personne qu'au-delà du conflit qu'il faut résoudre pour les agriculteurs, il y a aussi ce bras de fer électorale qui ne nous a pas échappé. Mais au train où vont les choses, je me pose la question de savoir si la FNSEA, avec les jeunes agriculteurs, seront encore représentatifs du monde agricole après cette crise. Et c'est une question qui s'était posée avec les Gilets jaunes également, de la base qui n'est plus représentée par personne et qui, parfois, ne sait pas se faire entendre. Les Gilets jaunes n'ont jamais été vraiment représentés par quiconque. Ils ont été et ils le refusaient. Et ils le refusaient. Non, là, mais oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est parce que ces gens-là n'étaient peut-être pas représentés qu'ils étaient précisément dans la rue. Quand ils ont été représentés aux européennes, ça a été un flop terrible. Oui, ça a été un flop. Oui. Alors, pour rejoindre et compléter l'origine de ce mouvement, de tout ce qui se passe, il y a quand même une contestation qui est née partout ailleurs en Europe, d'abord aux Pays-Bas, bien sûr, par rapport à l'écologie, puis on bien a sûr, vu les Allemagne, bien sûr. Et moi, ce que j'ai cité tout à l'heure, nous sommes victimes d'un écofascisme avec ces Verts qui prétendent sauver le monde alors que l'Allemagne émet simplement 2%. Nous, on est à 1% d'émissions globales de CO2. C'est-à-dire qu'on n'a pas à être pris en otage par Marine Tondelier et ses amis. Tout à fait. Mais le problème, c'est que là, la FNSEA a, dès le départ, cautionné l'évolution du gasoil avec une taxe qui irait croissante jusqu'en 2030, qui représenterait en 2030 500-600 millions d'euros pour nous autres agriculteurs français. Et c'est vrai qu'il y avait un intérêt pour lui et surtout pour le groupe Avril qu'il représente. Et c'est ça qui n'est pas compréhensible, parce que moi qui suis une femme de chiffres, quand vous regardez déjà la balance commerciale par rapport aux huiles et aux corps gras, la France est déficitaire de bientôt 3 milliards d'euros. Et on va mettre l'huile dans nos carburants pour faire du biocarburant, pour qu'une société qui a fait plus 1250% de bénéfices en 4 ans continue à progresser alors que nous autres agriculteurs, nous crevons dans nos fermes. Il y a des chiffres qui sortent en ce moment. Aujourd'hui, toute la France va déjeuner et dîner. Ce qu'elle va manger à 70% ou 60%, ça aura été produit à l'extérieur de France ? Alors justement, on va vers cette tendance. Le ministre de l'Agriculture disait hier sur je ne sais plus quelle chaîne, oui, mais soyez cohérents, vous avez tous l'air de dire que vous êtes contre les accords de libre-échange, mais on ne peut pas admettre que des produits ne rentrent pas si on n'expédie pas nos cognacs et nos champagnes. Si je vous vends de la viande... Je ne suis pas obligée de vous acheter quelque chose. Bien sûr, si quelqu'un veut acheter du champagne et boire du cognac... Mais sur le chiffre que j'ai donné... Sur le chiffre que je vais donner, je crois que c'est moins que ça. C'est le pourcentage de ce qui est produit en France et de ce qui est produit à l'étranger sur toutes les assiettes françaises aujourd'hui. Alors, suivant les productions, ça varie, mais toujours est-il que la tendance, elle ne fait que se dégrader. Si vous prenez en plus, nous, les échanges. Il n'y a pas de chiffre, vous n'avez pas de chiffre précis. Ah ben, rien que pour la... Ça a doublé depuis 2000, les importations. Bon. Et tout à fait, et si je peux compléter, mais depuis en 9 ans, notre balance commerciale avec l'Europe est passée de plus 2,5 milliards à moins 2,5 milliards. On est mis en concurrence à l'intérieur même de l'Europe. Il n'y a plus de préférence communautaire. Madame, mais le ministre de l'Agriculture se trompe complètement. Les producteurs de champagne ou de cognac, ils n'ont pas besoin d'accord de libre-échange pour exporter leurs produits. Tout à fait, exactement. Il y a plus de demandes que d'offres. C'est ça, exactement. Et puis, un mot sur les Khmers verts, parce que ça peut nous intéresser, parce que c'est toujours les mêmes, c'est les idéalistes. En 68, les idéalistes étaient des communistes et défendaient les opprimés. Aujourd'hui, les idéalistes sont écologistes, ils défendent les dauphins. Bon, hier c'était... Mais non, mais c'est ça, pardonnez-moi de le dire, ils veulent sauver la planète. Bon, mais on retrouve toujours l'idéologie. Et qui avait arrêté l'idéologie dans les années 70 ? C'est des écrivains comme Solzhenitsyn, etc., qui ont commencé à écrire. Et qui arrête l'idéologie aujourd'hui ? C'est les agriculteurs. C'est très intéressant, parce que c'est peut-être une prise de conscience, ce qui se passe là.
Sûrement. Et il y aura avant et après, parce qu'il y a des gens en tout cas, on va pouvoir leur apporter la contradiction. Ce qui n'est pas le cas, bien souvent, dans l'espace médiatique. C'était parole d'évangile et tout le monde était terrorisé. De toute façon, il va bien falloir qu'ils prennent conscience quand même à un moment que 10 gilets jaunes aux agriculteurs cette année, une volonté à marche forcée de lutter contre le réchauffement climatique par des mesures coercitives, ça ne marche pas. Les sociétés n'en veulent pas, les populations n'en veulent pas. Donc il y a un moment donné où il va bien falloir que les écologistes prennent conscience que leur système ne marche pas et qu'il ne peut pas passer. Donc je pense que là, ils sont face à un deuxième échec après les gilets jaunes et qu'il faudra qu'ils en tirent des conclusions, et toute la gauche avec, sur le fait que... Une minorité impose ses points de vue à une majorité. Les écologistes sont minoritaires, que je sache. Alors attention, c'est parce que la gauche dont vous parlez, la gauche dont vous parlez a négocié avec les écologistes. Oui, mais c'est un état d'esprit. Oui, mais ils sont minoritaires. Oui, mais c'est un état d'esprit. Ils sont majoritaires dans les technostructures. Dans la technostructure administrative et à Bruxelles. Et il n'y a pas de volonté politique qui s'exprime aujourd'hui à Bruxelles. Si on avait le courage de faire, par exemple, la politique de la chaise vide, on pourrait obtenir des choses. Mais il n'y a que ça aujourd'hui. Personne ne le fait. Comme avait fait le général de Gaulle. Exact, mais c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Un déficit de volonté politique. Il faut faire la politique de la chaise vide. Oui, mais c'est pas Emmanuel Macron qui va le faire. Enfin, on va voir avec le Mercosur. Bien sûr. Vous en pensez, madame, mais je pense qu'une des sorties de crise possibles, c'est qu'enfin Emmanuel Macron, peut-être avec les partenaires européens, prenne une initiative pour dire à la Commission, on arrête tout et on remet tout sur la table. Est-ce que ça, pour vous, ça serait un moyen de sortir de la crise actuelle? C'est-à-dire que ça rouvrirait une perspective qui vous permet de dire... Madame Le Floch répond, présidente nationale de la coordination rurale. Alors je vais vous répondre, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement un des 5 points que la coordination rurale revendique. Il faut que notre ministre soit pratique la politique de la chaise vide, mais en tout cas qu'il obtienne de ses homologues européens une révision totale de la politique agricole commune. Nous avons à l'intérieur de celle-ci toute la conditionnalité, toutes les aberrations, et qui en plus sont surtransposées en France. Au moins, on traiterait les problèmes de prairies, les problèmes de semis entre telle et telle date. Il y a plein de choses qui seraient déjà traitées. Il y a un sommet européen extraordinaire jeudi. Tout à fait. Et battez-vous les syndicats agricoles pour mettre à l'agenda, au-delà de la question ukrainienne et des 50 milliards qu'on va lui donner, cette question-là. Je regardais, l'Europe a signé 42 accords de libre-échange. 42 dans 74 pays. Le crime est parfait. Vous mettez un plan vert, vous demandez aux gens de réduire leur production. Qu'est-ce que vous faites? Vous importez plus. Tout à fait, ça compense. Et les écologistes, ils se posent la question du bilan carbone du lait qui arrive de Nouvelle-Zélande ou du poulet qui arrive du Brésil. C'est exactement ça. Moi, quand j'entends Madame Tondelier dire on ne sauvera pas le climat sans les agriculteurs, je lui conseille de ne pas aller dans des manifs d'agriculteurs, parce qu'elle va se faire recevoir. Je pense qu'elle va suivre vos conseils, Pascal. Je pense qu'elle n'ira pas, parce que ces écolos de plateau, ils sont très bons en théorie, connaissent rien à rien. Pourquoi croire, Madame Tondelier, quelle est sa légitimité pour parler de cela? Madame Binet, rien à rien. Plus que la secrétaire générale de la CGT, Madame Binet, qui rien à rien. Ils connaissent rien à rien. C'est des gens qui ne savent rien, ils ne savent rien. Ils connaissent rien à rien. La seule chose, c'est qu'il faut mourir les agriculteurs. Je vous propose de voir le. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je vous propose d'écouter Marc Fesneau. Le Premier ministre a dit vendredi et a annoncé un certain nombre de mesures. Il a dit qu'elle suivrait d'autres mesures. Donc il y aura d'autres mesures. On continue à travailler avec eux pour proposer, dans la simplification notamment, dans les 48 heures, on aura un certain nombre de choses qu'on pourra poser sur la table qui permettront, je crois, de compléter et de montrer la globalité des mesures qu'on entend proposer au monde agricole. Évidemment, les conséquences pour les Parisiens avec ce blocage qu'on annonce. Vous voyez le sujet de Goderic Bay. À l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs du bassin parisien, plusieurs départements se mobilisent aujourd'hui pour le siège de Paris. 12 pour être exact, principalement ceux de régions parisiennes, mais aussi ceux du nord du pays. D'autres départements pourraient également y prendre part. C'est forcément les locaux, donc les différents départements qui sont autour de l'Île-de-France, avec sûrement un appel à renforcer avec des collègues, on va dire limitrophes. On pourrait évoquer des départements qui viendraient plus essayer de renforcer en termes de force humaine pour aussi soulager nos collègues qui sont dans des blocages tous les jours. 8 points de blocage sont prévus autour de la capitale. Ils seront situés sur les principaux axes routiers, sur l'aire de Chenevière, à hauteur de Jossigny, à la station Total d'Ourdy, au point de Villabé,
au niveau du pont de Longvilliers, au péage de Buchelet, entre le pont de Gennevilliers et de la D311, et enfin à proximité de l'échangeur D301 de l'Isle-Adam. Le Floch est avec nous, elle est présidente nationale de la coordination rurale. J'ai pas tout compris sur Rungis, c'est bloqué ou pas bloqué? En fait, il s'agit déjà de faire comprendre à tout le monde, non pas pour les embêter, parce que nous, c'est le gouvernement que nous visons, et ces problèmes de gestion de l'agriculture. Rungis peut être considéré comme le frigo de la France. Mais c'est nous, les agriculteurs, qui alimentons ce frigo. Ou pas bloqué? En fait, Darmanin a bloqué lui-même Rungis, parce qu'il a dit qu'il bloquait pour éviter les blocages par les agriculteurs. Mais mes agriculteurs de la coordination rurale, ceux qui sont partis hier à la Gravelle... Ils voulaient bloquer Rungis? Ils y étaient allés déjà pour échanger et pour montrer, pour... Bon, il a bien fait peut-être à ce moment-là de mettre des blindés, parce que alors, ils sont partis hier avec des autorisations et ils ont pu se diriger en étant convoyés par les forces de l'ordre. Et arrivés dans la Sarthe, on leur a dit « Non, vous n'avez plus le droit d'aller sur l'autoroute ». Donc, on a cru que j'allais rentrer en négociation. Mais comme on a compris que dans ce pays, il n'y avait plus personne avec qui nous pouvions négocier, ils ont pris la nationale, ils y sont depuis 6 heures ce matin. Mais Madame Le Floch, je vais vous dire, je pense, j'ai pas échangé avec Gérald Darmanin ou avec Monsieur Attal, mais je suis persuadé qu'ils pensent comme vous. En fait, ils découvrent peut-être, parce que d'abord c'est des jeunes politiques, ils découvrent 40 ans de folie, de dinguerie normative, européenne, et ils sont démunis. Parce que sur le fond, ils pensent sans doute comme vous, parce qu'il y a consensus là-dessus. Simplement, tu fais comment? C'est-à-dire que tu as enlevé ta souveraineté, elle est à Bruxelles aujourd'hui. Donc tu fais comment? Il faut tout détruire. Faut tout détruire. Tout à fait. Donc il faut tout détruire. Il faut l'exception agriculturelle. Il faut retrouver la PAC telle que l'avait imaginée le général de Gaulle. Et avec des régulations de production. Et là, il y a du boulot. Tout à fait. Le blocus de Rungis, un petit mot sur Tony, un petit sujet de Tony Pitaro qui montre effectivement ce qu'a prévu Gérald Darmanin. Le plus grand marché de produits frais d'Europe sera-t-il bloqué dès mardi? C'est ce qu'envisage la coordination rurale du département du Lot-et-Garonne, l'un des points chauds de la mobilisation en France ces derniers jours. Elle a annoncé que des agriculteurs allaient monter à Paris pour bloquer le marché d'intérêt national de Rungis. Une très mauvaise nouvelle pour certains commerçants. Non, ils vont pas me bloquer alors que j'achète leurs produits. Faut être logique. Déjà, ils vont me bloquer pour arriver sur le marché à Paris. Et en plus, non, mais Rungis, là, ils ont tout faux. Pour nous, c'est quand même un gros problème parce qu'on se sert complètement à Rungis. Disons que nous, si on ferme tous les genres de marchés, oui, c'est compliqué pour nous aussi. Si on n'a pas la marchandise, on n'aura pas à vendre, on pourra pas vendre sur le marché. Les commerçants de ce marché resteront solidaires malgré les menaces de blocage. Ils ont raison, ils défendent leur beefsteak et tant pis pour les autres. C'est le malheur des uns fait le bonheur des autres, on dit. On comprend tout à fait leurs revendications. Ces gens-là travaillent, ils gagnent pas leur vie, c'est pas normal. Les prochains jours risquent d'être marqués par l'absence de certains produits sur les étals de vos marchés en raison d'un blocage du plus grand marché d'Europe. A priori, évidemment, on ne bloque quand même pas la France. Et je vous propose d'écouter Bertrand Cavalier parce qu'on est en dehors de la loi et Georges Fenech va pouvoir nous dire ce qu'il en pense. Oui. Les gendarmes feront leur travail. Les paysans, les agriculteurs doivent bien comprendre que dans un état de droit, il y a des limites qui sont fixées. Le désordre a ses limites. Et donc, c'est la sagesse qui doit l'emporter, bien entendu. Dans le cadre d'un dialogue qui doit être assumé à tout niveau. Bon, pour le moment, et d'ailleurs, il faut vous féliciter, il n'y a pas de violence. Tout à fait. En tout cas, il n'y a pas de débordement. C'est quand même une violence, peut-être, d'empêcher les gens d'avancer sur une autoroute, mais globalement, il n'y a pas de violence, et c'est pour ça que tous les Français sont avec vous à la... Ils sont avec nous, mais là, il faut qu'ils comprennent aussi. On a l'impression qu'on est des délinquants. Oui. On va nous mettre, si on est 150 demain à Rungis, on nous met 100 policiers chacun derrière nous. Non, mais on n'a pas l'intention de casser quoi que ce soit. Mais parce que nous sommes tous des agriculteurs. C'est-à-dire que les normes que vous subissez, on les subit nous aussi. Par exemple, lorsqu'on veut vendre notre appartement avec des normes folles sur des appartements à vendre. Folles au nom de la transition écologique. Tout ça est aberrant. Parce que tout à fait, la transition, on y est depuis très longtemps. Quand on voit les pratiques culturelles, quand on voit...
toutes les réductions d'utilisation de soins pour nos animaux, pour nos plantes, à un moment, il faut arrêter de nous dire ce que nous devons faire, alors même que ceux-là ne savent pas le faire. Donc la transition, elle est en marche, sans que nous ayons besoin de consigner à la lettre tout ce que nous avons à faire. Trop, c'est trop. C'est plus supportable. Et parfois sur des choses importantes, parfois sur des détails. Je rappelle qu'il n'y a plus de terrasse chauffée en France. Pour sauver la planète. Je veux dire, dans quel cerveau malade peut-on penser qu'en enlevant les terrasses chauffées, qui permettaient tout simplement de faire un peu plus de business aux restaurateurs, dans quel cerveau malade peut-on imaginer que ça va sauver la planète? Eh bien, on en est là en France. Et personne ne dit rien, et notamment les politiques. Ceux qui pourraient parler, c'est les fumeurs. Et ils la ferment parce qu'ils savent qu'ils ont le mauvais rôle. Mais les politiques, connaissance de parce que les politiques se sont couchés devant les minorités actives. Oui, couchés. Pascal, parce que vous demandez aux Français ce qu'ils en pensent. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est la réactivité du ministère de l'Intérieur d'envoyer des blindés. Vous voyez de quoi on parle? Des blindés. Les blindés, c'est la guerre. Hein. Non, mais les blindés, c'est... On n'avait pas eu la même réactivité quand il y a eu le blocage des dépôts de raffineries de pétrole et tout. Il a fallu attendre un bon bout de temps pour pouvoir débloquer l'approvisionnement. Là, tout de suite... Non, mais c'est un peu dissuasif, les blindés. Ouais. Mais le blindé, quand même. Été arrêté. Oui, mais qu'est-ce que c'est? J'imagine là, dans la tête d'un paysan qui se dit on m'attend avec des blindés. Oui. Moi, ça me choque, franchement. Mais je comprends aussi. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je comprends aussi que la liberté de manifester, ça ne doit pas entraver la liberté de travail. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, Georges? Moi, ça me surprend quand même. Oui, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, Pascal? Vous voulez pas répondre à ma question? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il faut discuter. D'accord. Sérieusement. Il est 9h25, on va marquer une pause. Il est 9h25, on va quitter nos amis d'Europe 1.